C'est l'heure du FaceTime avec ta Paulette. J'espère que vous allez bien, les copains. Sur Instagram, je vous expliquais en un flow de stories ce qui me portait aux tripes, je peux dire ainsi en ce moment, le procès de Lindsay Clancy qui se situe aux États-Unis. Je vais vous expliquer pourquoi. À mon sens, c'est un procès qui est extrêmement important, qui va ouvrir de nombreux dialogues, non seulement sur les effets secondaires du postpartum, mais aussi sur l'équilibre dans la parentalité, sur le fait de reconnaître les signes primordiaux qu'on est accompagné d'un narcissique, etc., etc. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, c'est un procès qui a une importance capitale dans dans les discussions qu'on devrait avoir tous ensemble lorsqu'on se rassemble. C'est un procès qui va marquer un tournant, j'en suis certaine, aux États-Unis, et pourtant je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup en France. Vous en doutez, je n'ai que ça sur mon algorithme TikTok parce que ça en devient viscéral chez moi, et plus les preuves s'accumulent et plus je suis persuadée que c'est lui l'auteur des faits qui sont reprochés à sa femme. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer, en tout cas avec moi, de tout comprendre sur ce qui se joue en ce moment sur le procès de Lindsay Clancy. Je vais essayer de faire de mon mieux pour résumer les informations actuelles, parler également de toutes les mini-découvertes qui n'ont l'air de rien, heu, prises de façon isolée, mais qui commencent, je trouve, à vraiment craqueler l'image un peu parfaite que se donnait le mari Patrick, qui s'appelle Patrick, de Lindsay Clancy. J'espère franchement faire de mon mieux parce que c'est pas du tout mon terrain d'habitude. Je vais même vous dire que ce procès-là, je l'évitais un peu dès que je voyais les infos dessus parce que voilà, je vais vous expliquer ce qui se joue au départ et quel a été le tournant qui a fait que moi, je me suis intéressée à ce procès en particulier, alors que d'habitude, le true crime, c'est pas du tout mon truc, et encore moins quand il y a des enfants qui sont impliqués. C'est mon cœur peut pas résister à ce genre de choses. Voilà, donc j'ai fait une fiche pour vous résumer et une fiche avec toutes les petites théories, les réflexions hyper intéressantes de criminologues et tout sur TikTok. Dites-vous qu'aux États-Unis, en ce moment, il y a des manifs où les gens s'habillent en rose pour soutenir Lindsay Clancy. Il y a vraiment un énorme mouvement qui est en train de se développer autour de ce procès-là. C'est vraiment pas un cas isolé, une affaire sordide, un peu triste, qui fascine. Non, c'est vraiment quelque chose qui soulève la colère de tellement de gens face à l'injustice de cette situation. OK, bon, ça c'est de l'intro, hein. Ça va être sympa pour votre lundi matin, là, en allant au travail, en voulant un peu vous détendre, vous changer les idées. Et moi, j'arrive et je vous parle de meurtre. Je sais. Je m'excuse pas parce que je trouve ça hyper important de vous informer sur le sujet si vous n'en aviez en tout cas pas entendu parler, ou alors si vous aviez vu des brimes et vous aviez un peu besoin de comprendre de manière plus générale ce qui se joue en ce moment. Je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, qui est Lindsay Clancy? Lindsay Clancy, elle était infirmière dans un service à la maternité dans le Massachusetts avec son mari Patrick et leurs 3 enfants, Cora, 5 ans, Dawson, 3 ans et Callan, 8 mois. Lindsay Clancy, et ça c'est hors de mes petites fiches, pour vous dire, elle a un double diplôme et elle a terminé major de sa promotion. C'est quelqu'un qui est hyper calé dans ce qu'elle fait, c'est vraiment une nurse qui connaît très bien son métier. Patrick, lui, je me rappelle plus vraiment son domaine de taf, mais c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie, il gagne 400K par an. Donc, ils ont une grosse situation, mais c'est surtout lui qui apporte l'argent au sein du foyer. Le 24 janvier 2023, alors que Patrick, lui, se rend chercher des médicaments et le dîner, Lindsay étrangle les 3 enfants avec, écoutez bien, parce que c'est des détails importants, des sortes de bandes d'exercice, sortes de cordes, dans le sous-sol de la maison. Elle se blesse ensuite après avoir ingéré des médicaments pour tenter de se suicider, et saute par la fenêtre du 2e étage. Elle réussit à survivre, mais elle est paralysée, elle est tétraplégique
non, paraplégique, pardon, des membres inférieurs, pardon, et les 3 enfants, malheureusement, meurent. Oh mon Dieu, je vais vous rajouter un truc à la liste. Attendez un instant, j'écris en même temps. Non, c'est important, il y a tellement de détails qui sont horribles. Heu, Désolée, hein. Voilà. Vous êtes vraiment toujours avec moi, c'est nature peinture, hein. OK. Donc voilà, donc lui, il est parti chercher des médocs le dîner. Elle tue ses 3 enfants. Les enfants sont adorables, ça me brise le cœur et aujourd'hui, en tout cas en ce moment, elle est jugée pour le meurtre au 1er degré de ces enfants-là. Elle risque la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Donc c'est un procès qui est d'une lourdeur pas possible. Ça, c'était le postulat de départ et donc vous comprenez pourquoi moi j'essaie vraiment d'éviter au max de voir des images de ce procès-là parce que les enfants pour moi c'est hors catégorie. On peut pas toucher à des petits êtres aussi purs que des enfants. Pour moi, c'est vraiment insupportable, insupportable, insupportable à regarder. Heu et je me rappelle m'être dit: «Mon Dieu, heureusement» enfin, c'est horrible parce que j'avais vu une vidéo d'elle en train de pleurer à la cour et quelqu'un disant, «C'est horrible parce que cette nana-là» et je vous expliquerai ensuite ce qui se joue et excusez-moi par avance, j'ai encore une fois le ventre qui gargouille, c'est terrible, faut que je prenne un goûter. Chaque semaine, vous entendez mon ventre qui gargouille, c'est quand même un peu la honte. L'explication, c'est que j'enregistre souvent le dimanche autour de 15h et c'est l'heure du goûter, en fait. Bon, pardon, retour à quelque chose de plus morbide et je me rappelle, m'être fait la réflexion de, cette nana, elle est paraplégique, elle a tué ses enfants en psychose postpartum et elle doit vivre avec le fait que son mari s'est remarié, a refait sa vie. Sa vie, elle est évidemment plus que foutue. Enfin, c'était, horrible à regarder. Sauf que j'ai commencé à changer d'avis quand les gens ont commencé à se questionner sur lui. Ce mec qui, de prime abord, oh, il a une tête de bon bourgeois américain, avoir un bon gros poste, un peu famille classique. Vous voyez, en France, on dirait, ouais, voilà, c'est ça, que c'est un mec BCBG avec ses petites chemises, qui vient d'un bon milieu, qui doit peut-être bosser dans la finance ou dans la gestion, de audit, quelque chose comme ça, quoi. Il avait vraiment l'air d'avoir tout, pour lui. Hem Et les gens ont commencé à noter 2-3 petits détails qui étaient effectivement déroutants et j'avais regardé ça un peu de manière distraite et puis plus les jours passent sur ce procès et plus je me rends compte qu'il y a un truc qui est vraiment absolument pas OK de son côté et qui soulève en moi une forme de colère parce que je ressens de plus en plus d'injustice dans ce procès. La pauvre Lindsay, après son 3e enfant, elle allait extrêmement mal. Elle a vécu un postpartum tellement violent qu'elle a été placée sous médicaments et chaque nouveau médicament qu'on lui donnait ne fonctionnait pas bien et donc elle est retournée tellement de fois, demander de l'aide aux spécialistes qu'on lui recommandait et à chaque fois on la bourrait de médocs pardon, qui avaient des effets secondaires parfois contradictoires avec, les autres médocs qu'on lui disait d'ingurgiter. Donc elle retournait chez le médecin, en disant: «Ça va pas du tout» et on ne l'écoutait pas, on n'écoutait jamais sa parole, on la renvoyait en permanence chez elle. Elle est allée à la porte d'autres, médecins en disant: «Je pense que j'ai besoin d'être internée, je suis dans un état d'épuisement, j'ai peur pour ma vie» parce qu'elle avait de violentes pensées suicidaires. On l'envoyait paître, elle a appelé le 911, on l'a envoyé paître. Enfin, ça retournait vraiment les États-Unis parce qu'on se rendait compte à quel point le système médical, avait échoué à aider cette pauvre maman qui a tellement cherché à bien faire les choses comme on vous suggère de le faire. Vous savez, ne serait-ce que les numéros hotlines qu'on peut voir à la fin d'un film qui parle de santé mentale. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à appeler ce numéro. Elle l'a appelé, elle a parlé à son entourage, etc., etc., etc.
Élément de contexte, c'est une nurse qui travaille énormément. Dans un hôpital prestigieux, elle a des horaires, hyper intenses. Patrick, lui, il travaille, en remote, il travaille de chez lui. Et les collègues de l'INSEE ont témoigné à la barre en disant que même au travail, la pauvre, elle ne pouvait pas lâcher vraiment la parentalité parce que alors lâcher c'est pas le bon terme. Oh là là, j'ai le ventre qui gargouille, la honte! Lâcher c'est pas le bon terme, mais plutôt, juste se concentrer sur son travail. Elle était de plus en plus à regarder le babyphone en même temps parce qu'elle n'arrivait pas à faire confiance à son mari qui prenait vraiment les choses, mais alors, ça lui passait par-dessus la tête. Il y avait une nanny à la maison qui servait entre guillemets de «maman à domicile» pendant que lui bossait. En soi, c'est OK. Sauf que les fois où il ne bossait pas, par exemple un samedi où elle était de garde, elle s'est retrouvée à devoir se connecter de nombreuses fois sur le babyphone de la maison parce que, à plusieurs reprises, elle s'était rendue compte qu'il laissait pleurer des heures le tout petit bébé, qu'il venait d'avoir, le 3e ou le 2e, je me rappelle plus. Il y a même une fois où donc lui, donc le babyphone sonne, ça sonne de longues, longues, longues minutes, une demi-heure se passe. Elle lui envoie un message: «Coucou, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu vas pas voir le bébé?» Il répond pas, elle essaye de l'appeler, elle essaye d'appeler la maison. 1 heure passe, le bébé hurle à la mort, elle commence à vraiment s'inquiéter alors qu'elle est au travail et a fini, mais par désespoir, par appeler les flics en leur demandant d'aller faire un health check, voir si tout va bien et que Patrick s'est pas évanoui parce que, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il va pas voir le bébé? Ah bah non, il s'était juste endormi. Voilà, pour vous montrer que vraiment, élever des enfants, ça lui passait par-dessus la tête. Donc il y a cette maman qui a 3 enfants, qui a clairement pas l'aide, qu'elle devrait avoir à 50-50 au sein du foyer. Il y a des images de vidéosurveillance, à chaque fois on la voit, elle, porter les 3 enfants et alors lui, hyper nonchalant à côté. Vous voyez, c'est ce genre de dynamique dans le couple et bah, évidemment ça aggrave les symptômes de dépression postpartum. Enfin, évidemment, évidemment. Et donc elle commence à avoir de plus en plus d'idées suicidaires, mais ce qui est normal en fait, parce que même la femme la mieux soutenue au monde, c'est une période qui est très violente au niveau hormonal, physique. Mais alors quand on se sent dans une situation sans répit à devoir être parent solo au sein d'un couple et avoir la pression d'un mari qui par ailleurs, heu ne vous donne pas d'attention, donc on se met soi-même une pression à être toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux. Il y a aussi quelque chose, lui était fan de marathon, il y en a qui ont noté ça. Le jour de l'accouchement de la dernière, elle est allée faire une course, je crois que c'était 5 kilomètres et ça, je crois que les gens qui ont vécu ça comprendront, mais ça sent tellement la femme dont le mari ne la regardait plus, qui cherchait désespérément à s'intéresser, alors ça c'est une suspicion, mais je suis sûre que c'est ça moi, à s'intéresser à ses passions pour un peu exister, dans ses yeux, vous voyez? Ça c'est quand même, une période qui est très, 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 très lourde et puis elle demande mais elle supplie partout, partout jusqu'à avoir des idées suicidaires absolument tous les jours. La maman de son mari et sa propre mère sont inquiètes. Elle propose de prendre le relais pour aider à voir les enfants. Heu, Elle a de plus en plus la trouille, elle finit par avoir une peur phénoménale de reprendre le travail après le congé de son dernier enfant et ce que je peux comprendre quand on a eu un mari qui a été négligent, ça devait être les grossesses précédentes, le coup du babyphone, voilà. Quand on a eu un mari qui a été négligent au sein des précédentes grossesses, on doit avoir une boule au ventre immense de reprendre le travail pour le 3e. Donc elle reprend pas le travail et lui, à ce moment-là, qui a un énorme salaire, bah, vire la nanny en disant: «Bah, on n'en a plus besoin en fait, puisque maintenant tu vas être à la maison». Alors qu'elle montre vraiment des signes d'une fatigue inouïe, d'un burn-out dernier degré.
Comment peut-on, virer la nanny? Il y a des théories comme quoi il voulait pas que la nanny soit présente et entende, ce qui se passe au sein du foyer. Moi, je trouve que c'est pas déconnant de réfléchir de cette manière-là. En tout cas, il vire la nanny et elle se retrouve vraiment à couler, à se noyer, à être surmédicamentée avec des effets secondaires terribles et puis lui qui, s'entraîne pour un marathon. Si vous êtes déjà entraîné pour un marathon, vous savez à quel point ça demande de l'énergie, de l'espace, du temps. C'est absolument pas le moment quand on vient d'avoir un 3e nouveau-né et que sa femme, se sent très mal. Quelque temps, vraiment genre 15 jours dans mes souvenirs avant, le drame, il devait partir au ski. Elle a tellement de pensées suicidaires qu'il est hors de question qu'elle parte, au ski parce qu'elle est pas en état. Lui, pour honorer quand même, l'hôtel et cetera qu'ils avaient pris, décide de partir. Alors non pas avec les 3 enfants, mais avec juste l'aîné au lieu de prendre toute la famille. Bon, OK, c'est un peu étonnant quoi, sur le coup, moi, parce que je suis assez naïve et Dieu merci, ça veut dire que j'ai pas eu accès à ce genre de famille, mais je pense pas grand-chose de ça en me disant: «OK, c'est profondément égoïste, mais peut-être qu'il veut quand même offrir des souvenirs à son enfant, lui montrer qu'il a une enfance qu'elle a quand même une enfance normale malgré, la lourdeur, de la situation au sein du foyer». Mais il y a des gens et TikTok est merveilleux pour ça me fait penser au documentaire sur Netflix à regarder Don't Fuck with Cats. Vraiment là, TikTok est en train, à mon avis, d'aider à résoudre un cas, quand même extrêmement complexe. Les gens sur TikTok ont fait remarquer que c'est quand même fou quand tu es père de famille et que ta femme a des pensées suicidaires quotidiennes, de lui laisser 2 enfants sur 3 malgré tout. Ne serait-ce que pour la sécurité de ses enfants, c'est lunaire. Il prend uniquement l'aînée, il part en vacances 1 semaine avec elle et puis 15 jours après le retour, la petite a une infection urinaire qui est rapportée par la maîtresse qui fait remarquer que la petite fait trop pipi, qu'il y a un souci, qu'elle dit que ça brûle, etc. Spoiler alerte, le jour où l'INSEE a amené sa petite chez le médecin pour cette visite pour soigner sa cystite, le soir même, tous les enfants étaient morts. Et les gens qui ont vécu, alors attention, trigger warning. Les gens qui ont vécu des attouchements enfants ont tous dit dans les commentaires, mais toute mon enfance, moi, je me suis tapé des cystites. Donc il y a peut-être un retournement de situation qui est en train de se faire en ce moment parce que c'est des événements qui sont en train d'arriver petit à petit. Là, pour l'instant, le procès, le but, c'est de déterminer côté défense que l'INSEE, elle était très mal psychologiquement, mais qu'elle savait la nature de son acte. Et côté accusation, c'était elle était malade, sous psychose, elle savait plus ce qu'elle faisait. Voilà. D'un côté, la défense, c'est dépression, anxiété. Du côté de l'accusation, c'est incapacité pénale. Moi, vraiment, je prie pour ça, c'est qu'il y ait une procédure qui soit réouverte pour enfin engager des choses contre Patrick Clancy. Parce que Patrick Clancy, puisqu'il n'est pas pour l'instant inquiété, a demandé à ce que son portable soit sous scellé. Les enfants il y a une crémation pour les 3 enfants, mais ça me choque. Je veux dire, il y a un procès qui est en cours et il a demandé à ce qu'il y ait une crémation, mais c'est quand t'es le père d'enfants qui ont été tués de façon horrible, tu veux que la vérité éclate. Tu fais pas ça comme ça. Il y a un truc aussi, un détail morbide. En ce moment, il est à New York. L'appart qu'il loue est visible sur Internet, donc il y a des gens qui se sont renseignés. Il coûte à peu près $5 000. Ce mec gagne $400 000 par an. Il a fait faire uniquement une pierre tombale pour ses 3 enfants et pas une pierre tombale par enfant alors que ça coûte $5 000 par pierre tombale. Ah, je peux pas. Le Patrick, je peux pas. Je peux pas. Vraiment, ça me fait péter un câble. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il y a des éléments pour le moins douteux, allegedly, comme diraient les Américains. Alors, ok, vous êtes prêts? Parce que ça va envoyer du pâté, hein.
Patrick, il revient du magasin où il était. Il met longtemps à y aller à ce magasin. Il met longtemps à revenir, alors que vraiment, c'est un magasin à 3 minutes de là. Pourquoi pas? Il découvre sa femme, donc qui, vous l'avez entendu tout à l'heure, a sauté du 2e étage et qui est à même le sol dans la neige. Patrick, il met de longues minutes, je crois que c'est 9 minutes exactement, à appeler le 911, appeler les secours, en prétextant qu'il a un problème de Wi-Fi. En 2023, on a un problème de Wi-Fi, on ne peut pas appeler le seul numéro qui ne nécessite ni carte SIM, ni connexion Internet? Marrant. Marrant! Drôle, drôle, drôle. Ce qui est encore plus drôle, c'est que juste 1 minute ou 2, alors il a dit qu'il avait eu l'INSEE au téléphone en partant, qui était à elle, donc à la maison, en partant au magasin, il l'a eu. Ah ouais, d'accord, donc là le portable marchait, OK. Et deuxième truc qui est drôle, c'est qu'il a envoyé un mail quelques minutes après le drame. Donc bon, le Wi-Fi était apparemment revenu. OK. L'INSEE, je vous l'ai dit, elle a pris des médocs avant d'étrangler ses enfants et se jeter par la fenêtre. Première incohérence, elle a écrasé les médocs à ingurgiter dans un verre d'eau avec du citron. Et apparemment, c'est un truc que les nurses connaissent absolument toutes, le citron annule de nombreux effets des médicaments. Jamais une nurse, si elle voulait intenter à sa vie, ne mettrait du citron dans la boisson. Autre chose dingue, on a accès à l'historique du portable, non, de l'ordinateur, pardon, de l'INSEE, où il y a plein de recherches. Il y a que faire si on est suicidaire, etc. Ok. Bon, il y a un truc qui est incroyable et que vraiment l'avocat de l'INSEE, qui est un homme extraordinaire, et alors je pense vraiment un grand féministe, hein, vraiment un homme extraordinaire qui est un sacré leader, brillantissime, mais qui fait du bien dans ce paysage actuel et nous fait croire qu'il y a vraiment des hommes bien. Parce que quand on voit un procès comme ça, je vous assure qu'en tant que femme, on accuse le coup. Mais je sais que par ici, il y a plein d'hommes bien qui m'écoutent. Ça me rassure toujours. Il va à la barre, pose une question un peu comme ça, étonnante à Patrick. Parce que sur l'historique de Lindsay Clancy, donc il y a comment se suicider, et genre 2 minutes après, il y a le nom d'un chanteur de country. Et de façon brillantissime, l'avocat demande à Patrick Clancy: vous connaissez, merde, je me souviens plus du nom du mec, je vais inventer. Vous connaissez Tim Hatt? Et là, Patrick n'arrive pas à mentir, il dit spontanément: vous voulez dire Tom Hatt? Donc il le reprend, donc ça prouve qu'il connaît ce mec-là. Et il enchaîne en disant: oui, ça m'arrive de temps en temps d'écouter la musique country. Ok, c'est 2 minutes après. Donc ça veut dire qu'il connaît. Autre question assez étonnante, quelques jours avant le drame, il y a le texte, encore une fois, sur l'historique de l'INSEE. Où se situe la carotide? Quand on est une infirmière qui a un double master et qui a terminé major de promo, on sait très bien où se situe la carotide. Elle a eu, au moment du drame, lorsqu'on l'a retrouvée par terre, elle avait la carotide coupée et la thyroïde écrasée. Patrick Clancy a affirmé que lorsqu'il l'a découvert par terre, autre incohérence, elle lui a dit très clairement: j'ai voulu me tuer, les enfants sont au sous-sol. Quand les secours sont arrivés, ils ont affirmé qu'elle ne pouvait pas, elle pouvait juste gémir, la pauvre bichette, quelle horreur.
parce qu'avec une thyroïde écrasée, il n'était pas possible, d'avoir des propos cohérents et de former des lettres cohérentes. Voilà. Autre chose, quand les secours sont arrivés, ils ont découvert Patrick sur le canapé avec ses 3 enfants, le visage face au sol, dont l'un des enfants n'était pas encore mort. Il était en train de mourir, il est décédé 2 à 3 jours plus tard à l'hôpital et Patrick n'était pas en train d'essayer de lui faire du bouche à bouche ou rien du tout. L'enfant n'était pas encore mort. On lui avait mis la tête face sol et Patrick était assis sur le canapé. Horrible. Autre chose, Lindsay, lorsqu'on l'a découverte, était en grave hypothermie. Elle avait une température de 80 degrés Fahrenheit. Faites le calcul. Attendez, je vais essayer de faire le calcul. Un instant. 80 degrés Fahrenheit. Waouh. Elle avait 26 degrés. Imaginez l'état d'hypothermie. Ça, c'est pas une hypothermie de quelqu'un qui vient d'étrangler ses 3 enfants, donc qui a fait un effort, qui s'est mis dans une forme de colère terrible et qui vient juste à l'instant de sauter par la fenêtre. C'est une hypothermie de quelqu'un qui est depuis bien plus d'une demi-heure dans un état statique. Il y a même une nurse qui a dit: «Attendez, moi je suis nurse en psychiatrie, c'est impossible d'avoir cette température-là quand on vient de faire un effort comme celui d'étrangler quelqu'un». Récemment, il y a 1 ou 2 jours, on a découvert qu'il y avait du sang sous la table de nuit. OK. Que les cordes qui ont été utilisées pour étrangler les enfants, et encore une fois, je suis désolée pour ces détails, glauques, ne contenaient pas l'ADN de Lindsay. Est-ce que vous imaginez, en pleine psychose, est-ce que vous pensez comme quelqu'un, comme, le meurtrier dans American Psycho? Mais absolument pas. C'est pas le moment où tu mets tes petits gants, tu n'as aucune réflexion. Je veux dire, tu es dans un état tellement altéré et tu agis de manière tellement primaire, avec un instinct grégaire, c'est pas du tout, du tout, du tout cohérent, quoi. Et puis Patrick, 18 jours après ce meurtre, part faire un voyage, je crois que c'est au Costa Rica, mais à vérifier. En tout cas, il part faire un voyage au soleil. Alors, moi, je suis pas du genre à juger comment les gens, vivent leur deuil, parce que j'ai vécu, vous le savez, le deuil de mon papa, en plus de tous mes grands-parents, oncles, et cetera. Mais ça, c'est une chose, mais le deuil d'un parent, c'est totalement c'est un autre niveau total, c'est indescriptible. Je sais qu'on est bizarre, on n'est pas du tout soi-même dans ce genre de cas, donc ça, pour le coup, bon, pourquoi pas, tu vois? Sauf que quand même, c'est dingue, le gars a laissé un commentaire, un avis Google sur une randonnée, en expliquant tout guilleret avec des petites étoiles: «Super randonnée, je recommande, tel restaurant, on a été super enfin, j'ai été super bien accueilli et tout, smiley» et cetera. Mais vraiment best life. Je suis désolée, mais quand tes enfants ont été tués il y a 18 jours, tu penses mais absolument pas à laisser un avis Google. Mais évidemment que non. Ce Patrick, aujourd'hui, il est remarié à une femme qui est le sosie, mais c'est hallucinant quand vous mettez le visage de son ex-femme à gauche et celui de sa nouvelle femme à droite, c'est hallucinant. On dirait des jumelles. Honnêtement, on dirait des jumelles. Il est remarié. Il affirme qu'il a rencontré 3 mois après le drame. Il y a plein de choses qui nous font dire que c'était clairement une liaison qui était déjà en cours. C'est une femme qui ressemble certes à son ex, ironie du sort, qui travaille également dans le domaine médical lié à l'enfance, puisqu'elle est médecin spécialisée de la fertilité. Non mais c'est vraiment lunaire.
Mais à la différence de son ex-épouse, elle a beaucoup, beaucoup de fric et sa famille est très implantée à New York avec un réseau solide. Patrick, c'est quand même quelqu'un qui a une ambition bourgeoise d'être établi en société. Patrick, il part à New York vivre, je crois que c'est 2 mois après le meurtre et coup de peau quand même, c'est dingue! Il trouve un appartement alors que tous les New-Yorkais pourront le confirmer, ça prend tellement de temps de trouver un appartement viable. Lui, il le trouve avec un bail, mais hyper court. Waouh, coup de chance. Truc de fou aussi, c'est que au sein du board de cet immeuble-là, préside le papa de sa nana. Voilà. Bon, il a dit qu'il l'avait pas encore rencontrée, mais c'est vrai que c'est étonnant quand même. C'est vraiment, vraiment étonnant. Donc il sort avec cette nouvelle nana. Alors, on pourrait dire plein de trucs sur sa nouvelle nana, qui se met avec ce mec. Je vais pas parler d'elle, mais on s'entend. Cette nana, elle a des avis Google horribles sur sa clinique qui ont été faits en 2023-2024, enfin je veux dire avant le meurtre, parce que ceux depuis, ça peut être pipoté par un haters, mais ce qui est intéressant, c'est les avis Google laissés avant cette période-là et les avis sont affreux. Pas journaliste, pardon, médecin sans empathie, alors qu'on parle quand même de parcours PMA, mon Dieu, il faut en avoir du cœur et de la douceur. C'est une nana qui ne pense qu'au fric et qui manque cruellement d'empathie et vraiment ses avis Google sont immondes. C'est génial parce qu'il y a aussi plein de photos, de sortes d'événements un peu genre gala et cetera et puis étonnamment, ils se connaissent pas encore mais ils sont toujours aux mêmes événements. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Depuis, il s'est remarié, ce qui est quand même pratique de se remarier, surtout pour ne pas témoigner, hein. Vous savez, aux États-Unis, quand on est marié, on ne témoigne pas contre son époux. Je sais pas si c'est la même chose en France ou pas, ça m'intéresserait que vous me disiez si c'est le cas. Et puis il a eu un nouvel enfant, voilà. À ce jour, le procès, donc c'est encore, pour déterminer si non pas si elle l'a fait ou non, mais si elle était saine ou pas, puisque elle aurait confessé à son mari lorsqu'elle était au sol, hypothermie. Non pardon, je crois qu'elle l'a confessé. Bref, il y a un moment où elle a confessé qu'elle l'avait fait. Mais en fait, elle a jamais confessé à la police. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que ces images sont floues et qu'elle se voit le faire. Mais quand on pense que la nouvelle nana de Patrick lui ressemble comme 2 gouttes d'eau et que cette meuf a littéralement été sous cacheton, pardon Lindsay, mais sous cacheton à être dans un gaz pas possible, elle a juste dit une fois et elle a pas redit depuis, vous voyez? On se pose vraiment la question et puis est-ce que c'est pas lui qui l'a manipulée jusqu'au bout en disant: «C'est toi, c'est toi, c'est toi»? C'est tout à fait possible. Donc j'espère non seulement qu'elle va être vraiment blanchie, parce qu'il y aura pas assez d'éléments prouvant en réalité que c'est elle qui l'a fait, et de 2 qu'il va y avoir une procédure ouverte. Parce que ce mec-là, même s'il l'a pas fait, c'est un putain d'enculé. C'est une grosse merde. C'est une grosse merde qui a, bah, porté à la perte de sa famille. Enfin, je veux dire, il a pas pris soin de ses enfants, c'est d'une négligence, crasse. Voilà. Il reste quelques jours au procès, je vais vous dire combien de jours il reste. Alors, les plaidoiries finales sont attendues en début de semaine prochaine. Donc c'est dans pas longtemps que se termine le procès. C'est pas la fin, peut-être que j'en reparlerai. En tout cas, ce qui est chouette dans le côté positif, c'est que ça rassemble les femmes aux États-Unis de manière hyper puissante, que ça permet de parler, de mettre en lumière la psychose postpartum et surtout la prise en charge psychiatrique des jeunes mères. Parce que là, c'est tout un système qui a failli Lindsay Clancy, qui pourtant
a essayé de bien faire les choses, était une bonne maman. Même la mère de Patrick a témoigné à la barre en disant que c'était une super maman et figurez-vous qu'en passant devant, Lindsay, elle lui a fait un hochement de tête pour lui dire bonjour. Si c'était la meurtrière de mes petits-enfants, je peux vous dire que moi je la regarderais pas dans les yeux, hein. Donc voilà, donc ça c'est l'aspect positif de la chose. J'attends votre avis sur le sujet. J'espère que j'ai résumé de manière correcte. En tout cas, vraiment, j'ai mis tout mon cœur. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé mentale, celle de votre époux, de votre épouse. Et si vous n'êtes pas traité à votre juste valeur, mais bordel, barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Regardez ce qui s'est passé là. Ok? Allez, bisous.